Oui, je suis le docteur André Cormand, je suis médecin sexologue, directeur du diplôme de sexologie à la fac de médecine de Toulouse. Voilà, je suis donc, je vois des patients et après je fais beaucoup de conférences un peu partout dans le monde et en France. Voilà, avant de faire médecine, j'ai fait des études de philosophie, d'anthropologie, de psychologie générale, voilà. Et c'est cette pluridisciplinarité qui m'a conduit à la sexologie. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une définition différente de la sexualité selon les époques? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réalités, enfin la sexualité, elle a effectivement des racines biologiques, elle a des racines psychologiques, mais elle a aussi des racines culturelles. Ce qui veut dire que aussi bien la sociologie que les conditions culturelles, le bain culturel d'une époque va effectivement retentir sur la sexualité. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la définition en sera différente, mais c'est sûr que nos pratiques sexuelles évoluent avec la société. Par exemple, il y a 30 ans, l'homosexualité était une maladie et on cherchait des médicaments pour la soigner. Aujourd'hui, c'est une orientation de la sexualité comme une autre et il ne s'agit plus du tout d'aller rechercher une maladie, qu'elle soit psychologique ou autre. Donc c'est évident que la sexualité évolue. Après, ça dépend comment on la définit, la sexualité. Est-ce que vous pensez que la notion de perversion sexuelle existe vraiment? Alors, aujourd'hui, le terme perversion sexuelle, vous savez que le premier livre de sexologie, premier livre qu'on peut considérer comme le premier livre de sexologie, c'est von Kraft-Ebing, Psychopathia Sexualis, qui ne parlait que de perversion sexuelle. Donc à l'époque, était considéré comme pervers, avec cette définition, tout ce qui n'était pas le coït. C'est-à-dire, on disait déviation d'objets, déviation de but, déviation de personnes, etc. Donc autrement dit, tout ce qui n'était pas pour se reproduire était une perversion. Alors aujourd'hui, on a quand même terriblement évolué. Le mot perversion sexuelle n'existe plus, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'appelle des paraphilies. Et le mot pervers, aujourd'hui, est plutôt réservé comme un état psychopathologique. Donc il y a effectivement des névrotiques, des névrosés, des psychotiques et des pervers. Donc autrement dit, la perversion aujourd'hui, elle signifie plus un état psychologique qu'un comportement sexuel. Les comportements sexuels hors de la norme, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas validés dans une époque par l'ensemble des gens, on appelle ça des paraphilies, c'est-à-dire on aime ce qui est à côté. Est-ce que la sexualité peut répondre à une éthique personnelle selon vous? Alors, c'est extrêmement facile, bien sûr, que la sexualité, puisque la liberté pose dans une civilisation la question des limites. La vraie question de la sexualité, c'est la question des limites. Donc tout le monde met des limites à son comportement. Alors le plus bel exemple éthique, c'est la fidélité. La fidélité, c'est un choix éthique. Ça n'a rien de biologique, ça n'a rien de... On n'est pas fait pour être fidèle, hein. C'est comme si on prend... si on réagit en éthologue, c'est assez marrant, l'espèce humaine est une espèce monogame avec relation extra-conjugale. Donc, c'est assez drôle. Donc, ce qui veut dire qu'au fond, la fidélité, par exemple, c'est une éthique personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sexualités ou des pratiques sexuelles malsaines? Alors, moi, alors là, on est en plein dans votre première question, c'est-à-dire évidemment qu'on est dans le culturel, c'est-à-dire que les pratiques sexuelles vont évoluer avec les époques. C'est-à-dire que certaines pratiques sexuelles qu'aujourd'hui on pratique complètement, qui font partie du répertoire de tous les couples, étaient considérées comme des pratiques malsaines à l'époque. Prenons par exemple la sexualité orale. La fellation et le cuni, c'était considéré comme des pratiques qu'on ne faisait qu'avec des prostituées ou des choses comme ça. On ne le faisait pas dans la relation conjugale.
Donc, tout ça pour dire que ça a terriblement évolué. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques malsaines? Moi, je serais tenté de répondre qu'il est malsaine tout ce que l'autre ne veut pas. Puisqu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en sexualité sur une morale, dans le sens de morale, ce qui est bien, ce qui est mal, on est dans une morale du consentement, on est dans une éthique du consentement. Donc autrement dit, ce qui est consenti et ce qui est fait de façon complice dans le consentement est considéré comme non malsain, quelle que soit la pratique. Alors après, c'est pas si simple que ça, le consentement, vous le savez. On le voit bien en ce moment dans les suites de MeToo. C'est-à-dire que quelqu'un peut être persuadé que l'autre est dans le consentement, mais ce consentement, il est imposé d'une certaine manière. Il peut être imposé par la verticalité, par la hiérarchie, par la domination, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension politique dans la sexualité? Alors, la relation entre la politique et la sexualité est très forte parce que elle est diverse. Par exemple, on sait que les périodes, les périodes, on va dire, révolutionnaires sont des périodes en général de libération sexuelle. C'est pas pour rien que la révolution sexuelle a coïncidé avec, par exemple, mai 68. Au contraire, dans les périodes de régression sociale, dans des périodes on a tendance à voir les sexualités se durcir, etc. Bon. Après, je pense on peut avoir aussi une autre approche. La sexualité, elle est même complètement aujourd'hui insérée dans le marché, dans la consommation. On consomme du porno, on consomme des sites, on consomme qui sont en fait quelque part, au fond, toutes les sociétés ont vécu avec un certain niveau de frustration sexuelle. Qui peut dire toute ma vie, j'ai été dans le contentement sexuel magnifique? Eh bien, aujourd'hui, c'est effectivement le marché qui s'occupe de ces frustrations sexuelles et qui va composer de plus en plus de choses. Il faut vous rendre compte que, par exemple, le chiffre d'affaires de la pornographie, c'est Apple plus Microsoft réunis. Donc c'est considérable. Voilà, donc ça veut dire que, évidemment, tous nos comportements sont politiques. Alors après, si on a c'est vrai que les politiques ont toujours du mal à parler de sexualité, parce que même si aujourd'hui on n'est plus dans le tabou pris dans son vrai sens, ce dont on ne peut pas prononcer le nom, Voldemort dans Harry Potter, c'est ça le tabou. Bon, même si on n'est plus dans le tabou sexuel, c'est-à-dire qu'on peut parler de sexe, la preuve que vous êtes là, et puis même on en entend parler, même quelque part le sexe est devenu tapageur. Mais il n'en reste pas moins que quand on observe vraiment les comportements, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et qu'au fond, on est toujours dans des difficultés par rapport à la sexualité. Moi qui fais des thérapies de couple, les couples ont du mal à parler de sexualité entre eux. Donc ça veut dire que c'est compliqué, la sexualité. Donc c'est sûr que aujourd'hui, la sexualité, à mon avis, ce qui me paraît le plus important, en tout cas c'est là-dessus que moi je fais un travail sur la masculinité. Donc aujourd'hui, ce qui me paraît profondément politique, mais auquel les politiques s'échappent, parce que c'est compliqué, c'est effectivement de réfléchir et de travailler sur un rapport entre les hommes et les femmes qui soit différent. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint une maturité suffisante et une dépénalisation suffisante du sexe pour pouvoir en parler de façon mature, mais on n'y arrive pas. Et on se retrouve au fond avec des crispations et des comportements qui ont du mal à évoluer. Moi, je pense qu'il faut que les hommes changent, comme les femmes changent aussi. Et je pense que si on veut qu'il y ait une harmonie entre les sexes, il faudra un jour ou l'autre que les politiques s'en occupent. Donc pour moi, la politique aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir sérieusement à une vraie éducation sexuelle. Et qu'est-ce que vous pensez de la pornographie d'ailleurs? Alors, moi, j'en pense rien, j'ai pas de pensée à avoir comme ça personnelle. Si je regarde professionnellement les conséquences, c'est désastreux. C'est-à-dire que la première cause aujourd'hui des troubles du désir chez les hommes, c'est la pornographie. C'est-à-dire qu'au fond, la pornographie est devenue un mode de relation virtuel au sexe, et exactement comme on a des amis, c'est comme si vous disiez, c'est la même chose, la pornographie c'est les amis sur Facebook. C'est-à-dire, c'est un sexe virtuel qui est de plus en plus sophistiqué. Il faut voir ce qui va arriver. On va arriver
contribuer au repos sexuel dans 5 ans. Donc, c'est pas rien, la pornographie. C'est pas uniquement la pornographie passive de regarder un film. C'est les objets connectés, c'est les jeux vidéo, etc. Donc, la pornographie, elle est une vraie... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle inspire, elle phagocyte notre développement sexuel, dans le sens où elle nous impose des images et des clichés, et que, alors qu'au contraire, on devrait réfléchir, on devrait construire et créer nous-mêmes notre sexualité. C'est des kits. C'est quoi finalement quand tu prends l'imaginaire, qui est un truc génial, qui te permet effectivement d'être dans l'imaginaire amoureux, l'imaginaire sexuel, l'imaginaire érotique, tout ce qu'on veut, et la pornographie qui est de l'imagerie, c'est pas de l'imaginaire, c'est de l'imagerie, c'est des kits, c'est parce que c'est un peu comme quelqu'un qui manquerait d'imagination, à qui on va fournir une espèce de stéréotypie. Ce qui me gêne beaucoup dans la pornographie, elle est dangereuse, elle peut être dangereuse, et elle l'est aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de l'adhésion. Si on s'en fout, si on sait que la pornographie c'est du bidon, et que c'est uniquement pour se créer un petit truc d'excitation et qu'on se l'utilise pour une petite masturbation, c'est pas grave. Si par contre on a une adhésion, et c'est un peu ce que je vois aujourd'hui, particulièrement chez les jeunes, c'est-à-dire des gens qui croient que ce qu'ils voient dans la pornographie c'est la sexualité normale. Et à ce moment-là, ils vont situer leur développement sexuel sur ce modèle qui est évidemment un modèle complètement bidon. En fait. Est-ce que vous pensez que la sexualité a un lien avec l'éducation qu'on a reçue? Je veux dire, tout a un lien avec l'éducation qu'on a reçue. Toute la vie. Donc, la sexualité fait partie de la vie, elle est même un élément notable de l'existence. Donc bien sûr que l'éducation qu'on a reçue va conditionner notre sexualité, nos interdits, nos schèmes culturels, nos façons d'être, notre relation à l'autre, la relation à l'homme, la relation à la femme, la religion bien sûr. Et jusqu'où pensez-vous que les religions influent sur notre sexualité? Alors moi, c'est assez marrant, je vais vous dire mon périple. Je vous ai dit que j'avais 68 ans, donc j'ai traversé quand même quelques époques différentes, culturelles. Moi, j'ai vécu toute une époque où les religions avaient absolument de moins en moins d'importance dans la sexualité. De moins en moins d'importance. On était dans une vraie critique des religions. Aujourd'hui, bien non, il y a un mécanisme inverse. C'est-à-dire que moi, je vois mes consultations, pendant des années, j'ai eu une paix royale avec les religions. Aujourd'hui, elles réapparaissent très fortement. J'ai en permanence des thérapies de couple où tu as des oppositions par rapport à la religion familiale. Enfin, c'est extrêmement dur, extrêmement dur. C'est-à-dire du genre, une fille, là, hier j'ai vu un jeune couple. Donc elle est amoureuse, elle est musulmane, elle est amoureuse donc d'un garçon qui ne l'est pas, qui est juif d'ailleurs. Donc affrontement des parents, les parents c'est impossible pour eux de l'accepter. Donc la fille se retrouve avec une espèce de choix à faire entre sa famille et son amour. On est dans les Montaigu et les Capulet de Roméo et Juliette. Donc il y a de plus en plus un impact des religions, puis on l'a vu avec le mariage pour tous, avec étonnement d'ailleurs. Moi, je n'aurais jamais imaginé que ça déclencherait autant de polémiques et de violences. Ouais, les religions, c'est de plus en plus important, mais de toute façon, elles ont une importance de plus en plus sur la scène politique, de plus en plus sur... Donc, évidemment, la sexualité, c'est un buvard, elle se nourrit de tous les soubresauts de la vie et de la société, elle absorbe. Donc, évidemment qu'elle absorbe ces phénomènes religieux qu'on a aujourd'hui. Ces phénomènes d'intégrisme, parce qu'aujourd'hui, tu vois de plus en plus, effectivement, un durcissement. Je vous cite un exemple d'une patiente. Moi, j'ai eu une jeune patiente, ça m'avait terriblement marqué. Elle est d'origine musulmane, mais elle a été élevée de façon laïque. C'est-à-dire, pas de voile, pas de truc, complètement, elle est comme n'importe qui de chez nous. Et puis, subitement, ses parents se durcissent sur le plan religieux, ils deviennent intégristes. Et à ce moment-là, ça va devenir très dur pour elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toute la culture, vous me disiez tout à l'heure, l'éducation
l'éducation a-t-elle une importance? Bien sûr. Et là, cette éducation, subitement, elle est niée. Elle est niée par cette modification. Elle devient de plus en plus prégnante, de plus en plus harcelante. Enfin, c'est très dur. Hein. Moi, je suis emmerdé avec des trucs comiques. Je vais vous raconter la dernière que j'ai eue sur le plan religieux, on a envie de rire. Je vois arriver un type de 75 ans, que j'avais connu parce que c'était un ami de mes parents, tu vois, quand j'allais en vacances à Saint-Jean-de-Luz. Il vient du Pays Basque, il vient me voir, il me dit voilà docteur, je suis veuf, je suis tombé amoureux d'une dame de mon âge, donc très bien, mais elle est très catholique. Donc elle est allée voir le diacre ou je sais pas quoi, enfin je ne suis pas enfin, le religieux qui est censé... et lui l'a interrogé, elle lui a dit que j'avais été divorcé, donc il lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec moi. 75 ans, ils vont faire du mal à qui il y a un rapport sexuel. Donc c'est comique quoi, mais enfin on est de plus en plus confrontés, et moi j'avoue que pendant... ça fait 30 ans que je fais de la sexologie, c'est un phénomène nouveau pour moi. Et c'est toutes les semaines que j'ai quelque chose. Tu vois, c'est pas quelque chose de marginal, d'anecdotique. Il y a vraiment de nouveau une tentative des religions de re-régenter la sexualité, effectivement, chose qu'on ne voyait